Bonjour et bienvenue pour cette seconde journée de notre conférence de consensus consacrée aux langues vivantes. Après donc une première journée très dense de la vie de tous les participants et de tous les auditeurs, centrée plutôt sur les apprentissages des élèves, cette deuxième journée sera globalement plutôt sur les pratiques des enseignantes et des enseignants dans ce domaine des langues vivantes. Et donc nous allons commencer cette journée d'abord par un mot introductif de nos coprésidents de jury. Donc je laisse tout de suite la parole à lequel des deux veut commencer? Allez-y. Bonjour tout le monde. Comme c'est extrêmement bien conçu du point de vue de la succession des interventions, vous l'avez repéré. Hier, on avait un ensemble sur l'apprentissage du point de vue des élèves. Aujourd'hui, on a un ensemble sur l'enseignement. Bon, c'est une dissociation qui est relativement artificielle, mais enfin, ça fait quand même joli sur le programme, je trouve. Alors, à ceci près que la première intervention, qui devait être assurée par Madame Reisner, alors, d'une part, notre collègue est désolée pour des raisons de santé, elle n'a pas pu venir. Et évidemment, Dominique, qui est omnicompétente dans tous ces domaines, va prendre le relais en exploitant le texte qui avait été proposé, en exploitant le PowerPoint que Mme Reisner a bien voulu nous envoyer. Et si je fais ces précisions aussi, c'est parce que initialement, cette intervention était prévue plutôt dans la journée d'hier, parce qu'elle a évidemment des liens très forts avec ce qu'on a vu hier, l'intervention d'Anne-Marie Voise, l'intervention de Madame Puschke, notamment sur l'enseignement chez les petits. Donc, c'est bien entendu tout à fait conçu pour ça, pour réaliser une transition entre la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui. On a d'ailleurs terminé, l'un et l'autre, Dominique et moi, hier soir, sur une remarque qui concernait les pratiques d'enseignement. Donc, il y a évidemment des liens entre les deux journées, comment parler des pratiques sans parler des apprentissages et vice-versa. Et on a, vous vous en souvenez, bien qu'une nuit se soit passée, qu'on a largement insisté sur la diversité des pratiques qui apparaît à l'évidence dans toutes les interventions d'hier, mais aussi sur la nécessité de mettre en cohérence. Je pense qu'on a utilisé à plusieurs reprises le terme d'éclectisme en disant que la diversité, la très grande diversité des perspectives concernant les langues, la grande diversité des pratiques potentielles, ce n'est pas une occasion d'aller vers l'éclectisme, vers tout est possible et vice-versa. Nécessité d'une mise en cohérence, c'est-à-dire d'une conception didactique qui prenne en compte la diversité des perspectives sur la langue. Si on regarde ce qui va se passer aujourd'hui, on a choisi quelques flashs, plutôt Dominique et moi, plutôt que d'essayer de faire une présentation exhaustive. À la limite, on pourrait vous lire le programme, mais vous l'avez fait vous-même. Outre la diversité, outre cet aspect divers des pratiques, des perspectives sur la langue, on sait aussi, et c'est certainement particulièrement vif pour l'objet langues étrangères, que l'élève lui-même peut explorer de nombreuses situations pour apprendre. Dans nos premières diapos, on avait pris cet exemple Das Auto. Ça va la prononciation oui, de Volkswagen. Bon, c'est un exemple ultra simple, mais tous les jours dans la vie courante, on a des occasions
de repérer quelque chose de langues étrangères, peut-être plus que de l'anglais que de l'allemand d'ailleurs, mais c'est un autre problème. Et ça conduit évidemment à se saisir d'une notion que l'on voit beaucoup dans les textes officiels depuis quelques années, la notion d'autonomie des élèves, avec un discours peut-être un petit peu convenu sur le fait que l'autonomie, ça s'apprend. Bon, ok, on ne dit pas toujours vraiment comment ça s'apprend, c'est une autre question. Et je pense que dans cette perspective de diversité des pratiques, diversité des perspectives, il y a aussi la question du statut des apprentissages autonomes au regard d'une conception plus didactique, plus globale. Un autre flash qu'on peut lancer pour vous échauffer un petit peu ce matin, c'est la question de l'évaluation sur laquelle il y a une intervention aujourd'hui et qui a fait l'objet déjà hier de quelques remarques de la part de certains intervenants, notamment sur le fait que notre pays, pour des raisons historiques qu'on peut éventuellement analyser, accorde beaucoup de place à l'évaluation dans le fonctionnement du système scolaire. Moi qui suis psychologue et qui fréquente assidûment notamment des collègues de psychologie sociale qui travaillent sur l'évaluation, je suis très sensible à ces questions sur ce qu'on peut appeler le caractère délétère des évaluations telles qu'elles sont parfois conçues, et la psychologie sociale confère notamment les travaux classiques maintenant de Jean-Marc Monteil et de son équipe. On sait combien les évaluations peuvent être particulièrement problématiques en renforçant certaines inégalités, notamment certaines inégalités sociales. Je pense que on le verra dans la journée, cette question peut être considérée comme particulièrement sensible s'agissant de l'apprentissage des langues étrangères pour une autre raison, qui est pour le coup développée aussi dans d'autres interventions que celles sur l'évaluation. Pour d'autres raisons, c'est que la confrontation à l'autre à travers une langue étrangère, c'est une situation qui, j'ai envie de dire, est pleine d'émotions aussi. Et on va avoir plusieurs interventions qui flèchent. On a eu hier déjà, Anne-Marie Voise par exemple, des interventions qui flèchent ce lien très, très, très fort entre la langue et les vécus affectifs de l'enfant. Et du coup, le caractère délétère, éventuellement, potentiellement délétère des évaluations, c'est aussi un problème quant au vécu de chaque élève dans la classe, pour aller très vite, avec le risque de mise en place d'inhibitions qui, par essence, sont contradictoires avec la volonté de créer dans la classe des situations qui favorisent les interactions. D'où le lien aussi avec ce que plusieurs interventions proposent à propos du rôle des interactions en termes d'apprentissage. Tu m'arrêtes, Dominique? Je ne sais plus à quel moment. Je suis supposé. Tu es bien parti. Bon, mais vas-y. Tu es très très bien parti. Oui, ça y est, tu es très très bien parti, Daniel. N'hésite pas. Lâche-toi. Je pense qu'après, on pourrait aussi soulever d'autres points qui sont apparus de manière assez forte hier et qui nous ont interpellés déjà même depuis le début, lorsque nous avons pensé aux forces vives qu'on allait faire venir pour cette conférence. Je
pense qu'aujourd'hui, on a envie de regarder deux aspects complémentaires du couple enseignement-apprentissage. Quand on dit enseignement, on interpelle à la fois les dispositifs, c'est-à-dire l'institution, la façon dont elle construit son image de l'enseignement-apprentissage des langues. Donc il y a une dimension qui relève de ce que l'institution met en place ou des pistes qu'elle propose dans un certain nombre de dispositifs, par exemple l'utilisation des nouvelles technologies, par exemple des dispositifs d'immersion, par exemple des classes de DNL, par exemple des alternances entre des stages à l'étranger. On a parlé hier des modèles Sauzet pour les classes de seconde, par exemple, un temps long dans un pays partenaire dont on reçoit ensuite un élève dans sa propre famille, c'est-à-dire avec du lien école-famille également. Donc on voit qu'il y a une dimension de dispositif qui va être traitée aujourd'hui par des apports spécifiques, non, et qui relève de potentiel de l'institution parce qu'il y a des choix qui ont été faits en amont, et donc une sorte de focalisation sur certains de ces choix et pas sur l'ensemble et la complexité des choix. Et puis d'autre part, quand on dit enseignement, on renvoie non pas seulement aux dispositifs tels qu'ils existent ou tels que certains acteurs les font vivre dans leur originalité, leur mission aussi locale ou leurs engagements propres, mais ça renvoie également à la notion d'enseignement dans le rôle et dans les tâches qu'ont les enseignants eux-mêmes. C'est-à-dire que là, ça renvoie aux personnes qui enseignent. La question étant de savoir si elles enseignent avec les élèves, pour les élèves, à côté des élèves, contre les élèves, enfin, ou comment elles vont se situer pour que leur pratique, on parle aussi de praxéologie parfois, pour que leur pratique professionnelle corresponde aux filtres qu'elles ont, qu'elles portent, ou à des filtres qu'on leur propose. Par exemple, les programmes, par exemple, des préconisations européennes comme celle du cadre européen commun de référence pour les langues, version 2018 pour le moment, etc., etc. Donc, comment une pratique enseignante agit par rapport à l'élève qui est apprenant et par rapport à la classe qui apprend aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une relation d'individu à individu, il y a bien des élèves en groupe qui ont des modalités d'apprentissage indépendamment des modalités propres à chaque élève. Donc ce travail sur l'enseignant, indépendamment des dispositifs, dans ses pratiques professionnelles et de ce fait dans la façon dont on peut le professionnaliser, vont être également au cœur de notre réflexion du jour. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de regarder des personnes, il s'agit de regarder aussi comment une institution porte la formation de ses enseignants et au nom de quoi elle va les former ou ne pas leur donner beaucoup de chances de se former. Quel va être l'impact des choix politiques par rapport au monde enseignant? Est-ce que les enseignants sont aidés, guidés, soutenus, ou est-ce qu'ils vivent plutôt un mal-être, des inquiétudes, etc. Dans cette relation, je parle bien de relation, enseigner, apprendre. Il s'agit quand même par derrière d'individus qui sont là, en face de nous, ce ne sont pas des numéros. Je dis toujours, on parle du ramassage scolaire, l'expression épouvantable, on ne ramasse pas les élèves. Il y a le ramassage ou la collecte des poubelles, c'est déjà mieux de collecter, mais les élèves, on les ramasse. Eh bien ça, c'est très mauvais dans l'esprit qu'on peut avoir communément sur la place et le rôle d'un élève. Donc il y a peut-être des recentrages ici sur les pratiques enseignantes qui vont aller vers des pratiques beaucoup plus conjointes, où les acteurs de l'école ne sont pas que les enseignants d'un côté et les élèves de l'autre. Et ce que nous voulons dire au travers de cette ouverture vers l'enseignant dans ses pratiques professionnelles, c'est que le monde dans lequel nous sommes, et donc l'école d'aujourd'hui, n'est pas faite de binarité. Il n'y a pas des oppositions enseignant-élève. Il n'y a même plus le triangle didactique de Housset, l'enseignant, l'élève et le savoir, le contenu, les connaissances auxquelles il faudrait accéder par des sortes de flèches qui ne seraient que dans un seul sens pour monter finalement au fond vers le savoir. Il y a beaucoup de choses bien plus complexes dans les pratiques enseignantes. Donc je crois qu'on est plutôt sur ce registre-là aujourd'hui. On va re-rentrer par des sortes de fractales, par des points de vue à nouveau de chercheurs sur ce que sont ces pratiques et ce qu'il y a bien sûr en arrière-plan, la formation des enseignants et les enjeux de formation et les enjeux de pertinence de ce qui se passe à l'école au niveau des langues. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va vouloir
vous mettre à disposition aujourd'hui dans cette deuxième partie du travail. Pour ce faire, vous allez avoir, comme hier, des interventions dont vous pourrez avoir l'impression qu'elles sont éclectiques, justement, parce qu'elles interviennent sur l'un ou l'autre des points que nous avons identifiés comme pouvant être intéressants, parce que la recherche l'a déjà exploré, ou parce que nous sommes tous les deux aussi questionnés sur un certain nombre de champs. Donc on a focalisé un petit peu notre intérêt. Quelque part, on filtre toujours, on a toujours un point de vue, même si on n'y accède pas, nous, par la parole. Mais on a filtré dans les choix qu'on a fait d'intervenants et les commandes qu'on leur a passées. C'est-à-dire que les chercheurs que vous allez avoir en face de vous ont été missionnés pour travailler sur un champ particulier qu'on leur a commandé. Je prends un exemple typique. On a un gros rapport sur qu'est-ce qu'enseigner une langue, Christian Olivier. La commande qu'on lui a faite, c'est qu'est-ce que l'efficacité? Y a-t-il une efficacité des pratiques enseignantes? Que peut-on en dire? Voilà. Donc vous voyez qu'il y a entre un grand champ sur lequel il a fait un état des lieux, un gros rapport, comme on a un gros rapport sur l'apprentissage qui a été piloté par Heather Hilton, que nous avons d'ailleurs entendu hier. Il y a après des questions spécifiques. Heather, elle a eu le lexique. Christian, il a l'efficacité enseignante. Voilà. Donc on a focalisé sur un point ou l'autre pour leur demander d'éclairer leur travail. Donc vous allez avoir des entrées qui seront des points d'ancrage pour la réflexion, sachant que pour nous, et c'est peut-être la difficulté que vous avez parce que vous n'êtes pas dans le monde de la recherche, ce sera de faire du lien entre tous ces éléments-là, entre tout ce que vous allez entendre, parce qu'il y a du lien, il y a au moins un lien de sens, il y a au moins un lien de questionnement sur que veut l'école pour ses langues et ses élèves et ses langues, enfin d'abord ses élèves et ses langues, et donc un lien de sens et un lien peut-être aussi d'articulation, parce qu'il y a des zones sensibles, des lieux, des interfaces où la recherche a encore des choses à apporter. Elle n'a pas encore fini son travail, parce que le travail sur les langues, c'est soit quelque chose de très très ancien, soit quelque chose de relativement récent dans les 20 dernières années. Pour la recherche, c'est récent, 20 ans. Donc il y a quelque chose qui relève alors là, pour le coup, d'un mouvement de balancier, entre des choses qu'on sait depuis très longtemps et des éléments qui sont réinterrogés, requestionnés depuis relativement peu de temps, parce que la société aussi, elle a changé. Donc ça pose des nouvelles questions à la recherche. Ce qui fait que pour vous, ça va être peut-être difficile de le voir aujourd'hui, de sentir ces liens et ces connexions. Mais l'articulation de chacune des interventions, si vous arrivez à y trouver du sens et à voir où il y a des points d'ancrage et des leviers, ce qu'on appelle des leviers plutôt que des freins pour notre école, ça, ce serait gagné pour nous dans la conférence de consensus. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu un vœu qu'on pose, pas un vœu pieux, mais un vœu que l'on fait, de vous dire, attention, même si ça vous semble, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, éclectique, en fait, ce sont des points de vue différents qui peuvent être contributifs. En revanche, et pour terminer, on ne dira pas que nous sommes bisounours. Il ne s'agit en aucun cas d'être tous d'accord à la fin, de penser que les disciplines qui se sont réunies scientifiquement, j'entends, les contributeurs que vous avez entendus, ne sont pas tous nécessairement d'accord, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas creusé de la même manière certains champs. Ils peuvent en toucher d'autres, mais il ne s'agit pas de se mettre d'accord sur un consensus qui serait homogénéisant. Il s'agit d'identifier des éléments qui seraient des leviers, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui mettraient en cohérence les discours des uns et des autres au service, bien évidemment, de nos élèves, les apprenants, comme on dit. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut que vous reteniez, c'est-à-dire essayer de trouver de la pertinence dans ce qui se dit chez les uns et chez les autres. Parfois, vous allez voir que c'est tellement lié à un élément particulier, ce qui a été dit, qu'il faut toujours ressortir et reglobaliser et se redemander si la vision est la bonne par rapport à ce que vous pensez, par exemple en tant que jury, ou parce que vous avez aussi une posture d'acteur dans tout ça. Et on y compte beaucoup dans cet échange avec une diversité aussi de public et de nos deux élèves à nos collègues les uns et les autres qui apportent ou vont apporter ensuite leur contribution.
Voilà. Je pense que là, vous avez à peu près On va la terminer, base. on va terminer la journée par 2 interventions sur la formation des enseignants. On avait bien conscience que de mettre cette thématique dans la situation actuelle sur la table constituait quelque chose de particulièrement pervers. Mais nous avons, je les vois là, 2 intervenants qui préfèrent se marrer plutôt que de stresser. Très bien, je suis content pour eux. Mais c'est vrai que dans cette situation où on est en plein dans la énième réforme de la formation des enseignants, ce n'est pas une situation facile. Ce qu'on a observé aussi, c'est que je pense quasiment toutes les interventions, hier comme aujourd'hui, ont des éléments qui constituent des interrogations ou des suggestions intéressantes par rapport à la formation des enseignants. Donc, Brigitte, c'est un devoir qu'on va demander aussi au jury de faire la synthèse à travers toutes les interventions. Il y a à l'évidence du grain à moudre partout, hein, dans toutes les interventions, sur les conséquences qu'on peut tirer de tout ça en termes de formation des enseignants. Eh bien, merci. Merci pour cette introduction qui était très riche, qui avait des aspects très particuliers par rapport aux langues, et puis d'autres aspects méthodologiques qui en fait auraient été valables pour toutes les conférences de consensus, hein. Je pense notamment à tout ce que tu as développé là, vers la fin, Dominique. C'était quelque chose qu'effectivement on aurait pu dire à chaque conférence et qui permet bien de comprendre ce qui fait l'originalité et la difficulté de la démarche actuelle. Donc merci beaucoup pour cette mise au point.